Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il y a 40 ans était inauguré le nouveau bâtiment de l'École nationale supérieure d'architecture de Grenoble, dans laquelle nous sommes aujourd'hui. 40 ans de pédagogie et de recherche, car ce sont dans ces années-là que naissent les laboratoires de recherche. C'est d'ailleurs le sujet qui va nous occuper toute cette journée, leur création, leur évolution et leur avenir. Bon, on va planter le décor. D'un œil faussement innocent, un regard émerveillé sur les choses. Admirer la structure de cet arbre, observer à la loupe cette petite plante et les nervures de ses feuilles, arpenter les méandres d'un ruisseau. De fait, il semblait attendre qu'on soit capable de sentir que tout alentour n'est qu'ordre et beauté, que tout donc est architecture. Et je n'avais, comme je m'amuse à le dire comme un bon intellectuel français, absolument aucune notion de ce que c'est que l'architecture. Et je me suis dit, c'est la montagne qui m'intéresse. Alors le début du labo s'est fait vraiment comme une boule de neige. Donc, on a débarqué à Grenoble, Grenoble, l'unité pédagogique d'architecture de Grenoble. Et là, à mon avis, c'est vraiment ça qui fait la base de l'école d'architecture de Grenoble. C'est de façon très différente selon les gens, les enseignements, les laboratoires de recherche, les masters, etc. Mais un fond essentiel de base de réflexion politique et sociale. Nous étions à l'époque où nous remettions en question dans les écoles d'architecture la grande tradition d'enseignement des beaux-arts, la tradition académique qui ne correspondait pas du tout au sens effectivement des étudiants et de beaucoup d'enseignants à la manière de pouvoir se positionner par rapport à des nouveaux défis de société. Je dirais que nous, étudiants, dans cette époque-là, l'autonomie était effectivement plus importante. Oui. Mais alors... Les étudiants n'étaient pas dupes, hein. Ils exerçaient le pouvoir. Vous imaginez un directeur qui dit « Allez, vas-y !» Ah, ça, c'est formidable. Eh ben, on a été... La difficulté qu'il y a, c'est qu'il faut les contenir, parce qu'ils auraient bien envahi toute l'école. Dans une école où on apprend à être rebelle. D'accord. C'est-à-dire, c'est après 68. À cette époque, dans les universités, le marxisme était obligatoire et les cours étaient facultatifs. Bon, est-ce qu'il y a une voie possible entre Marx et Freud? Parce qu'à l'époque, en sciences humaines, c'était l'un ou l'autre. Ce genre de questions me met dans la merde profondément. On va pouvoir passer à la deuxième partie. Non, j'ai d'autres questions. On aimerait aborder la thématique de la pluridisciplinarité. C'est très très présent. Toutes ces différentes disciplines. Ils viennent tous d'un univers différent. Les mathématiciens, pas du tout architectes, littéraires, ils voulaient faire la littérature et pas du tout l'archi. Et pour eux, pour ce groupe, c'était beaucoup plus important de réunir et d'approfondir les capacités que chacun d'eux avait déjà dans d'autres domaines, pas dans celui de la plastique, pas celui de l'architecture. En fait, c'était un peu l'idée de redonner la parole aux habitants. C'est tout simplement en démultipliant les compétences et les capacités des gens à prendre en main de manière autonome, effectivement, leur avenir en termes de production de l'habitat. D'accord. On est parti d'une école qui invite des artisans, des intellectuels, des artistes, un petit peu un milieu hétérogène. Mais surtout beaucoup de bonne volonté entre les gens et une grande curiosité intellectuelle pour ce que fait l'autre. Voilà. Et que quelqu'un qui ne sait rien faire doit aussi participer de notre société. J'aimerais bien rester sur le sujet de pédagogie, et particulièrement la pédagogie active. Et dans ce type de projet pédagogique, on ne partait jamais de généralités importantes, des abstractions, etc., mais d'un problème concret. Et là-dedans, on décortiquait, on trouvait les choses. Phénoménologie, si on prend ça au sérieux, on étudie les objets, les phénomènes. Donc moi j'étudiais les choses architecturales, les bâtiments, la ville, le territoire. On a appelé ça aussi immersion dans le territoire, l'idée que l'école et l'enseignement sortent des murs pour aller s'immerger dans la société. Globalement, c'est bien la rencontre entre un espace qualifié et puis quelqu'un qui est dedans, ou des gens qui sont dedans, parce qu'il y a aussi la dimension collective. Est-ce que vous avez imaginé des concepts et des travails et comment ça va faire Jean-François parlait très très bien sur
il est bon pour conceptualiser les choses. On disait aux étudiants, on va faire un bâtiment sans aucun projet, sans savoir même où on va. Je voudrais revenir par rapport à ce que vous disiez sur justement la notion de cheminement. Ils ont au moins appris ici l'ouverture d'esprit, la curiosité, l'humilité aussi, l'humilité par rapport au savoir des autres. Et c'est vraiment cette multiplicité qui, d'une certaine manière, fait l'unité de fond de l'école de Grenoble et toujours, je pense, son côté avant-gardiste. Puisque j'avais l'impression que je comprenais mieux ce que je faisais moi en l'écoutant lui. D'accord, c'était super. Mettre les étudiants sur le chemin de la création, les mettre sur le chemin de l'autonomie et de la maturité. C'est la même chose dans les sciences humaines, dans les sciences de l'archi. Partez des problèmes, des choses qui ne vous supportez plus, des choses que la société réclame qu'elles disparaissent. Et à partir de là, foncez. Plongez dans l'inconnu. Comment on arrive à mettre une ampoule dans un bout de bois? Eh ben... Plateau radio qui a été organisé par les étudiants de Master 1 du module Initiation à la recherche. Et juste pour vous remercier d'être là et surtout remercier très chaleureusement les invités et bien sûr les étudiants qui ont donné beaucoup d'eux-mêmes pour cette préparation. Donc je vous souhaite une bonne écoute à tous. Il croit qu'il est en train de transformer notre existence en présent, transformer il croit qu'il est en train de percevoir la vie il croit à chaque instant comme un surgissement.